Avez-vous une petite idée de quelle vidéo sur ma chaîne YouTube a reçu le plus de commentaires? Vous avez encore quelques secondes pour y penser. Bidouilleurs, bidouilleuses, salut! Pour souligner les 5 ans d'existence de la chaîne Électro-Bidouilleur, je vous présente cette semaine une série de vidéos qui sont considérées comme faits marquants de ma chaîne. Autour maintenant de la vidéo, en fait des vidéos ayant généré le plus de commentaires sous la vidéo, soit près de 200 chacune. Avez-vous une petite idée de quelle vidéo il s'agit? Les vidéos touchant l'analyse du bloc d'accumulateur lithium-ion d'un vieil ordinateur portable. Les vidéos sont numéros 306 et 315. Pas surprenant que ce soit ces vidéos car c'est un sujet très populaire, les accumulateurs au lithium, mais dès qu'on parle de leur charge et décharge, là, le nombre de commentaires monte en flèche, entre autres à cause des craintes liées au feu et aux explosions. La première vidéo montre l'intérieur du bloc accumulateur d'ordi de façon plus condensée, c'est une vidéo flash. Et la deuxième vidéo, je fais une analyse plus poussée de l'état de ces accumulateurs qui sont vieux de plus de 12 ans. Petite note, dans la première des deux vidéos, j'utilise le terme « pile » pour décrire les accumulateurs. Ça m'aura pris quelques vidéos pour me dompter à utiliser le bon terme, alors vous me pardonnerez à l'avance. Alors allons-y dès maintenant avec les deux vidéos sur les accumulateurs au lithium-ion d'ordi portable. Bidouilleurs, salut, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Petite vidéo rapide, une vidéo flash. Je suis en train de démonter une batterie d'ordinateur portable. Un bloc pile, pour certains, ceux qui préfèrent appeler ça un bloc pile. Essentiellement, c'est un ordi qui était capote, complètement fini. Donc, je le recycle, mais j'ai décidé de voir si je ne pouvais pas récupérer les cellules lithium-ion dans la batterie. Gratuitement, pourquoi pas? Et j'ai pensé vous montrer l'intérieur. J'en doute pas une minute que beaucoup d'entre vous savent exactement comment c'est fait à l'intérieur, mais certainement qu'il y en a qui ne le savent pas, étant donné qu'il faut détruire habituellement la batterie pour réussir à ouvrir et voir à l'intérieur. Donc, je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur tout de suite. Alors, essentiellement, on a ce qui nous saute aux yeux, c'est 4 séries de piles, donc 8 piles, et c'est une batterie de 14,4 volts. Donc, et on sait que des piles au lithium-ion, normalement, leur tension nominale, c'est 3,6 volts. Donc, définitivement, 3,6 x 4, ça fait 14,4 volts. On s'attend donc à voir des sections en parallèle. Okay? Donc, il y a 8 piles, donc c'est donc des blocs 2 par 2. Alors ici, on a des parallèles 2 par 2. Pas l'idéal, à mon avis. Pas l'idéal de connecter des piles en parallèle, c'est jamais l'idéal. Ça peut se faire, mais ce n'est pas la situation idéale. Lorsqu'on construit une batterie de piles, c'est toujours l'idéal de les mettre en série. Dans ce cas ici présent, ce sont des cellules de type 18650, ce qu'il y a de plus commun dans les piles au lithium-ion. Donc, ce n'est pas surprenant qu'on veuille construire des piles, des batteries, avec des piles 18650 qui sont bien moins chères. Sinon, il aurait fallu que le fabricant paie plus cher pour avoir des piles lithium-ion de capacité plus grosse pour en mettre 4 en série, tout simplement. Alors, le facteur qui mitige un petit peu ou qui rend la pilule un peu moins difficile à avaler, c'est qu'on a un chargeur intelligent ici. Et ce chargeur-là, lui, il fait plusieurs choses. D'abord, il monitore séparément les 4 sections de piles. Les piles sont attachées séparément. Donc, il ne monitore pas juste les 14,4 volts, mais indépendamment, il vérifie le taux de charge et décharge. Donc, ça aide, si vous voulez, à rendre le traitement fait aux piles un peu mieux, un peu meilleur. Et l'autre chose, c'est que
il monitore aussi la température. Il y a 2 petites sondes en température ici, ce qui aide aussi à prolonger la vie des piles, puisque la chaleur, c'est l'ennemi numéro 1 des piles au lithium-ion. Donc, ici, l'idée, c'est qu'ils sont connectés par bloc individuel, mais quand même en série, ils donnent le 14,4 volts, avec un chargeur intelligent, microprocesseur. Ici, c'est probablement une espèce d'interrupteur qui monitore les 4 tensions ou 5 tensions individuelles. Il y a des MOSFET, il y a des diodes, il y a des résistances de très faible valeur, genre 10 milliohms, pour pouvoir mesurer les courants là, en shunt. Donc, il y a peut-être un petit peu d'électronique qui peut être récupérée, mais si peu. L'intérêt, c'est vraiment de regarder ici à l'intérieur. Pourquoi on ne branche pas des piles idéalement en parallèle? C'est que 2 piles ne sont pas identiques. Les tensions flottantes, les tensions minimum, maximale, le courant, la résistance interne, donc, est différente d'une pile à l'autre. Donc, en les branchant ensemble, vous pouvez être certain qu'il y a une pile qui va travailler plus que l'autre lorsqu'on débite un courant ou lorsqu'on charge, dû au fait qu'elles ne sont pas totalement identiques. Donc, c'est pour ça que c'est toujours l'idéal de les mettre en série et pas en parallèle. Mais c'est chose courante dans les batteries de portable, de mettre des batteries en parallèle pour augmenter le courant. Ici, on double le courant. On a 14,4 volts, mais on a 4400 mAh plutôt que 2200 si ça avait été seulement 4 cellules. Alors, c'est simplement pour cela qu'on fait cela, mais ce n'est pas l'idéal, à mon avis, de les brancher en parallèle. Alors voilà, ça vous donne une petite idée de ce qu'il y a en dedans. Je suis en train de les tester individuellement. Elles datent de 2007. Elles ne sont vraiment pas jeunes, on parle d'une douzaine d'années. Est-ce qu'elles sont encore bonnes? J'en ai aucune idée. Je n'ai pas pu les essayer. Mais avec un bloc d'alimentation, charge fictive, je suis en train de faire des essais de charge et de décharge. Si ça vous intéresse de voir la suite, donc voir mes résultats, charge-décharge, laissez-moi un commentaire sous cette vidéo pour me dire que ça vous intéresse et je ferai peut-être une vidéo plus longue, là, style analyse ou quelque chose du genre, d'une grandeur plus traditionnelle. Et si vous avez apprécié cette vidéo, bien n'hésitez pas de me donner un pouce vers le haut, ça serait très bien apprécié. Alors je vous dis merci et à la prochaine. Reste-t-il de la vie dans ces accumulateurs 18650 vieux de 12 ans? Bien, demeurez avec moi. Je vous montre comment je vais vérifier cela. Bidouilleur, bidouilleuse, salut! Dans ma vidéo numéro 306, je vous ai montré l'intérieur d'une batterie d'ordinateur portable HP datant de 2007-2008. Voyez la vidéo en question avant de visionner celle-ci. J'ai placé un lien vers la vidéo dans la description ci-dessous. On a vu que la batterie contenait 4 groupes de 2 accumulateurs 18650 plus un contrôleur de charge. Comme cette batterie m'a été donnée, je n'ai aucune idée au préalable de son état. Vous avez été un grand nombre à communiquer votre désir de voir une suite à la vidéo flash en question. Merci de votre réponse. Quelques téléspectateurs ont aussi manifesté, certains avec un ton alarmiste, leur réticence à ce que je montre comment tester des accumulateurs à la façon bidouilleur. J'ai vu des mots circuler tels que danger, explosion, incendie. Allô? Ce ne sont pas des bombes, ce sont des accumulateurs. Clairement, il y a des vidéos sur YouTube qui font peur. Mon but aujourd'hui est donc de tester les 4 blocs d'accumulateurs, donc de vérifier leur capacité restante après 12 ans de vie utile. Et plusieurs cycles de charge et décharge, bien sûr. Et je le ferai de façon sécuritaire. Comment sais-je que ce sera sécuritaire? Bien, je vais tout simplement suivre les recommandations du fabricant des accumulateurs en question, Samsung. Bien sûr, je pourrais utiliser un contrôleur intelligent de charge et décharge,
un cycleur d'accumulateurs de fabrication commerciale pour faire le boulot. Mais où serait l'apprentissage? Je préfère donc le faire moi-même avec les outils que je possède. Un point important à noter cependant, je vais tester les accumulateurs une section à la fois, comme ça, une section. Pas tous branchés en série sur un seul test. C'est le rôle d'un contrôleur de gestion de batterie, un fameux BMS, soit de monitorer chaque étage d'une batterie d'accumulateur. Mais je n'en possède pas de BMS. OK, allons-y. Alors, pour savoir comment manipuler ces accumulateurs au lithium-ion ICR 18650-22E, il faut lire la fiche, les spécifications tout simplement. Et on pourra faire des charges et des décharges en fonction de ce qu'ils nous disent. Et laisser faire le qu'en dira-t-on qu'on entend partout ou qu'on voit partout. Alors, la tension de charge, donc la tension objectif à atteindre lors de la charge, c'est 4,2 volts, plus ou moins 50 millivolts. Donc, on vise 4,2 volts comme tension pour stopper la charge. On a un accumulateur de 2200 mAh. OK? Et lorsqu'on va le décharger, cet accumulateur, on va stopper à 2,75 volts. On utilise ici pour mesurer le 2200 mAh 0,2 fois la capacité de l'accumulateur, donc 440 mA de décharge jusqu'à ce que ça atteigne 2,75 volts pour le 2200. Alors, la tension nominale, on nous donne 3,7, mais on sait très bien que ça varie entre 3,8 puis 3,65 là. Donc, ça, c'est plutôt indicatif. Et on nous dit que la méthode pour la charge, c'est tension constante avec courant limité. Ça, c'est facile à reproduire avec un bloc d'alimentation à courant et tension ajustables. Okay? Ce n'est pas nécessaire d'avoir un chargeur exotique d'accumulateur lithium-ion. On peut faire, nous, sur notre établi, des essais de cellules individuelles en rencontrant ces normes-ci. On suggère pour une charge régulière, qu'on appelle une charge standard, 1100 mA pendant un maximum de 3 heures, disons. Mais moi, je trouve que c'est beaucoup, 0,5 fois la capacité. On va utiliser un courant de décharge de 0,2 C pendant 5 heures, finalement, pour atteindre notre charge maximale. D'ailleurs, on nous dit de ne pas dépasser un courant de 2200 mA lors de la charge pour une température ambiante à 25 Celsius. Et au niveau de la décharge, on nous dit de ne pas dépasser un courant de 2 C, soit 4400 mA. Alors, on nous donne la confirmation ici qu'il faut cesser la décharge lorsqu'on atteint 2,75 volts. Okay? Donc, ça ne devrait pas causer de dommages si on coupe à 2,75 volts. Alors, on nous dit ici que si on fait une charge à 0,2 fois la capacité de la batterie, soit 440 mA, qu'on devrait couper après 7 heures de charge, ou lorsque le courant tombe à 5 % de la capacité. Et là, on atteindra vraiment le 100 % de la cellule, de l'accumulateur au niveau de sa charge. Okay? Alors, c'est cette technique qu'on va utiliser ici. Au niveau de la décharge, on va utiliser 0,2 C, soit 440 mA, et bien sûr, on interrompra la décharge lorsqu'on atteint 2,75 volts. Alors, il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de danger d'incendie, de feu, d'explosion, si on respecte ces informations. Donc, tension constante avec courant limité. Et on interrompt lorsque la pile atteint 4,2 volts. Au niveau de la décharge, on interrompt lorsque l'accumulateur, j'ai dit pile, mais c'est pas ça. Là. Lorsque l'accumulateur atteint 2,75 volts, on peut stopper la décharge. Est-ce qu'on pourrait stopper un petit peu plus haut à 3 volts? Certainement, certainement. On verra plus loin que le genou, il y a un genou qui tombe très rapidement. Mais pour les fins des essais, on utilisera ces caractéristiques pour stopper la décharge. Une autre information qui est intéressante ici, c'est qu'on nous dit qu'après 299 cycles plus une journée, la batterie avait gardé une capacité de 1505 mAh, donc
On est à 70 % de sa capacité après 300 cycles de charge-décharge. Donc, ça nous donne déjà une bonne indication. On verra combien de capacité est restante dans ces accumulateurs de 12 ans, là, mais on sait qu'après 300 cycles, là, on a perdu 30 % de leur capacité. Alors, en résumé, pour faire un travail sécuritaire, il y a quelques règles à respecter. Garder les courants de charge et décharge à une fraction de la capacité de l'accumulateur, stopper la charge à 4,2 volts, stopper la décharge à 2,75 volts au pire, vérifier la température de l'accumulateur durant l'exercice, car il ne devrait pas s'échauffer de façon importante avec des tels courants d'une fraction de la capacité. Au plus, il pourrait devenir à peine tiède. Notez que cela s'applique seulement aux accumulateurs lithium-ion 18650. Avec les autres technologies d'accumulateurs, comme le lithium polymère par exemple, c'est possiblement d'autres contraintes. Quoi qu'il en soit, il est toujours recommandé de consulter la fiche technique de l'accumulateur avant d'entreprendre ce genre d'essai. OK, allons-y maintenant avec l'étape de la recharge en premier. Alors oui, lorsqu'on n'a pas de chargeur intelligent, la méthode la plus simple pour charger une cellule, un étage de cellule unique ou une cellule, l'accumulateur lithium-ion, c'est d'utiliser un bloc d'alimentation à courant et tension, les deux variables, ou ajustables si vous voulez. Donc, ça va nous permettre de limiter le courant à 880 mA, donc 0,88 ampères, et la tension à 4,2 volts, ce qu'on ne devrait jamais dépasser sur ces piles. Et même selon la fiche technique, c'est le cas. Donc, on branche notre bloc d'alimentation et on branche aussi le voltmètre directement sur la pile, un voltmètre séparé. On n'utilise pas le voltmètre intégré à l'alimentation puisqu'il va y avoir des pertes dans les fils invariablement puisqu'il y aura un courant de l'ordre de 0,88 à 1 ampère, 1,5 dépendamment de ce que vous faites. Il y aura plusieurs millivolts de chute de tension à cause de la résistance des fils. Alors, c'est toujours préférable de mesurer directement à la pile avec un voltmètre et bien sûr, dans le voltmètre, l'impédance étant très élevée de l'ordre de 10 mégahms dans un voltmètre, il y aura zéro courant ou à peu près qui passe ici. Donc, la lecture de tension sera très exacte. Donc, je vous montre comment faire l'ajustement pour ne pas dépasser ces deux limites-là. Alors, j'ai le bloc d'alimentation ici, que je m'en marche, et j'ai un voltmètre. Alors, la première étape, c'est d'ajuster la tension de 4,2 volts. On ne veut pas la dépasser durant la charge. Alors, je mets le voltmètre directement sur le bloc d'alimentation. Remarquez qu'il n'y a pas d'accumulateur ici. Là. Je ne touche pas encore aux accumulateurs. OK? Alors, je vais ajuster la tension à 4,2 volts. C'est la tension à vide, sans aucune charge, du bloc d'alimentation. Alors, ce que je fais à l'instant, alors on amène ça à 4,2. Voilà, peu de choses près. J'ai mon 4,2 volts à vide. Maintenant, on va ajuster le courant maximum de 880 mA. Alors, je prends mes deux sorties du bloc d'alimentation et je court-circuite le bloc d'alimentation. N'oubliez pas qu'une alimentation sur laquelle on a le contrôle du courant, il n'y a pas de risque à mettre le bloc d'alimentation en mode court-circuit, puisqu'on sait qu'il y a un circuit pour limiter le courant à l'intérieur. Ce n'est pas néfaste en tant que tel. Alors, on voit ici que la DEL courant constant est devenue rouge. Si je déconnecte, bien sûr, on retombe en mode tension constante, CV, Constant Voltage, et CC, Constant Current, bien sûr. Alors, ce que le bloc d'alimentation fait ici, c'est qu'il descend sa tension de sortie pour garantir le courant maximum qui est ajusté. Alors, j'ai mis l'échelle à load, l'échelle basse. Alors, je vais monter le courant à 0,85 ou 8,8 en fait. Là. Alors, ça ici, on sait que c'est 0,75, 0,8, 0,85 et 0,88, quelque part entre les deux. Alors, on sait que l'alimentation ne débitera jamais plus que 0,88 ampères, ce qui est notre capacité divisée par 5, le fameux C sur 5. Alors là, on est prêt. On peut faire notre montage. Alors, bien sûr, le côté négatif recevra le bloc d'alimentation et le voltmètre, branchés l'un à côté de l'autre, bien sûr, sur la même borne. Côté positif a toujours une petite bande, n'oubliez pas, hein, comme une petite récession, un petit sillon ici
du côté positif. Alors, je lui branche le voltmètre. Vous voyez que cette pile est assez chargée sans l'être complètement. Alors voilà, je lui mets le bloc d'alimentation et la charge. Alors, les deux sont présentement branchés en parallèle, le bloc d'alimentation et la charge. Et bien sûr, le courant est de 0,88 ampères. Et on peut monitorer la tension ici, puisque le bloc d'alimentation diminue la tension légèrement. Il était à 4,2 en circuit ouvert, mais là, il diminue, bien sûr, pour livrer un courant de 0,88 ampères. Il est donc en mode, encore une fois, de courant constant à 0,88 ampères. Et il ajuste sa tension pour maintenir 0,88. Et on est à 3,782 volts. Et bien sûr, ça va monter. Et dès qu'on va s'approcher du 4,2 volts, bien sûr, le courant va diminuer naturellement. Et la tension va monter ici jusqu'à atteindre le fameux 4,2 volts. Et il y aura graduellement équilibre entre les deux. Le courant va diminuer. Lorsque la cellule atteindra 4,2 volts, eh bien, il n'y aura plus de courant qui passera du bloc d'alimentation vers la cellule. Et donc, on aura limité à 4,2 volts et on aura fait une charge complète sans dépasser le courant de 0,88 ampères. Alors, j'ai fait ici un petit saut dans le temps là, pour vous montrer. J'ai changé de cellule avec une qui était déjà chargée. Et regardez ici, je suis à 4,174 avec un courant qui est beaucoup plus faible, l'ordre d'environ 200 mA. Donc, plus que ça va monter ici, et moins le courant va être élevé. Bien sûr, éventuellement, là, ça va prendre pas mal longtemps pour atteindre le 4,2. On est tout près, là, à 25 millivolts. On pourrait arrêter ça là, si on veut. On peut considérer que la charge est terminée, bien sûr, parce que le courant diminue. Donc, alors voilà, ça, c'est la façon... je vous dirais manuel, de recharger de façon sécuritaire un accumulateur, un étage, une cellule seulement, pas plusieurs en série. Là, okay? C'est bien important de se le rappeler. C'est la bonne façon de faire pour un seul étage. Puisque j'ai la capacité de le faire, j'ai décidé d'utiliser des éléments qui sont contrôlés par ordinateur. Donc, je vais pouvoir faire une charge soutenue à 0,88 ampères pour une durée déterminée et de monitorer la tension en temps réel avec un voltmètre précis pour couper la charge tout simplement lorsqu'on aura atteint le 4,2 volts de façon juste. Alors, ce bloc d'alimentation est contrôlable en tension et en courant et ce multimètre est branché directement sur la pile. Et bien sûr, j'ai branché et le bloc d'alimentation et le multimètre directement sur la cellule que je veux recharger. Donc, c'est la façon qui est faite. Et maintenant, regardons rapidement les paramètres que je fournis au logiciel de contrôle. Alors, pour ce qui est du code source, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce n'est pas le but de cette vidéo, bien sûr. Mais c'est un script Python qui contrôle mes deux instruments, donc voltmètre, multimètre, et le bloc d'alimentation par port GPIB, okay, qui est un port de contrôle sur les instruments haut de gamme, si on peut dire ça comme ça. Alors, la première chose, c'est bien sûr de demander à l'usager quelle est la tension maximale qu'il veut mettre dans la cellule et quel est le courant de charge. Alors, je pose ces questions à l'écran et aussi un temps maximum après lequel il faudrait cesser la charge de toute façon. Okay? Alors, c'est les trois questions que je pose. Et par la suite, bien sûr, je lance la charge. Donc, je dis à l'usager de connecter les sondes sur la cellule et je pars en boucle. Bien sûr, j'ajuste le courant du bloc d'alimentation. Dans ce cas-ci, ce sera à 0,88 et la tension aussi. Ça s'est fait au préalable ici. Et je pars en boucle tout simplement. Je laisse aller la charge avec ce courant de 0,88, mais je vérifie la tension du voltmètre constamment. Et lorsqu'elle atteindra cette tension-là, le 4,2 volts, je stoppe la charge tout simplement et j'affiche un message disant que la charge a été atteinte et qu'elle est terminée. Et par contre, si j'atteins le temps maximum,
que j'ai dit, mettons qu'on dit maximum 300 minutes, si ce temps-là est atteint avant que le 4,2 volts soit atteint, ben, j'affiche un message. On coupe tout. Le temps s'est écoulé avant que la cellule atteigne le 4,2 volts. Alors ça, c'est essentiellement le code, là. Et au niveau du script, bien, quand j'exécute, c'est exactement ce que je vous dis. Alors pour partir une charge, je vais dire 4.2, bien sûr on utilise des points, là. 4.2 volts, un courant de 0.88, voilà, et 300 minutes. Je connecte mes sondes et je lance le test. Et voilà, c'est parti. Alors vous voyez ici, visiblement, que c'est une cellule qui était déjà chargée passablement. Mais j'affiche bien sûr le temps que ça aura pris pour compléter la charge. Alors, pour ce qui est de la décharge contrôlée, encore une fois, je vais le faire de deux façons. La première façon, c'est d'utiliser à nouveau mon bloc d'alimentation courant et tension contrôlée. Ce bloc d'alimentation, au passage, un HP6632A, il est très particulier, c'est qu'il peut absorber du courant, il peut devenir une charge fictive, ce que la grande majorité des blocs d'alimentation ne peuvent pas faire. Rappelez-vous cela. C'est un bloc d'alimentation très particulier. Il est capable de tirer du courant et non pas seulement en fournir. OK? Alors ça, c'est plutôt rare qu'un bloc d'alimentation puisse faire cela. Vous verrez tantôt, il y a une autre façon de le faire, bien sûr, avec une charge fictive électronique. Mais moi ici, pour mon essai, je vais utiliser le bloc d'alimentation pour absorber le courant de façon contrôlée de la cellule, donc de l'accumulateur, et à nouveau mon voltmètre qui va permettre de couper lorsqu'on atteindra 2,75 volts. Et sans surprise, ben, c'est le même branchement. Bloc d'alimentation qui va servir de charge fictive, qui va vider l'accumulateur et voltmètre branchés tous les deux directement à la cellule. Alors, dans mon test automatisé de décharge, je ne voulais pas mentionner, mais je sauvegarde les points de tension au fur et à mesure dans un fichier texte que je peux ensuite importer dans un chiffrier comme LibreOffice ou Excel et tracer les courbes de décharge. Alors, voici les courbes pour les 4 blocs de cellules. Je les avais numérotés 1, 2, 3, 4, là, juste pour pouvoir les suivre. Et par pur hasard, les capacités sont décroissantes pour la numéro 1, numéro 2, numéro 3 et numéro 4. Mais c'est quand même très proche l'une de l'autre. On parle de quoi? 100 mAh de différence, là. Alors, on a 3020 pour la première et 2890 pour la numéro 4 et les autres sont entre les deux. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Alors, présumant que les cellules, les accumulateurs individuels avaient effectivement 2200 mAh de capacité lorsqu'elles étaient neuves. On peut présumer cela, ou en tout cas c'est tout près habituellement, lorsque ce sont des cellules de marque réputée, et j'ai toutes les raisons de croire que Samsung, c'est une marque réputée pour les accumulateurs. Donc quand c'est le cas, ben, on peut dire ici qu'on a environ 66% de la capacité d'origine qui serait de 4400, donc 2 fois 2200, puisqu'ils sont, les cellules sont branchées en parallèle. Donc 4400, on arrive à 3000 environ, là, c'est environ 2 tiers. Donc en 11 ans, 12 ans, donc on peut dire 12 ans, ces cellules-là, dans leur vie utile, ont perdu le tiers de leur capacité. Mais elles sont absolument fonctionnelles. Si vous regardez la courbe de décharge, on part bien sûr à 4,2, mais très rapidement, ça tombe sous les 4. Et ça va tendre, bien sûr, à 3,6, 3,7. Ça se tient entre le 4, ou en tout cas le 3,9 et le 3,6 pour un bon bout, pour la grande partie de décharge. Et éventuellement, bien sûr, ça casse, et ça casse très vite. Donc, vous voyez qu'à partir de 3,5 volts, juste ici, ça tombe comme une roche. Alors ça, c'est une courbe de décharge qui, à mon avis, est totalement typique de ce genre de cellules, donc d'accumulateurs. Alors bien sûr, j'ai suivi les spécifications et j'ai coupé à 2,75 volts. Ce qu'on voit exactement ici, elles sont toutes coupées à 2,75 volts lors de la décharge. Est-ce qu'on pourrait ou on devrait couper avant?
Oui, j'aurais tendance à dire, pour les préserver encore plus, on pourrait par exemple couper à 3,5 ou disons 3,4 parce que ça tombe après ça très rapidement. Mais là, moi, j'ai simplement appliqué les spécifications de Samsung, de la cellule, au niveau de la coupure de la décharge. Mais on comprend qu'ici, il ne reste pas beaucoup d'énergie, donc ça ne fournit pas un travail très élevé. Et fort probablement que le PC couperait de toute façon bien avant le 2,75. Il est fort à parier qu'il couperait avant, qu'il s'éteindrait, tout simplement. Alors voilà, c'est des cellules qui sont encore utiles, sans aucun doute, mais il faut se rappeler qu'elles n'ont plus la capacité d'origine. Par contre, si on se comprend bien qu'il y a des cellules qu'on peut acheter sur le marché, des 18650, qui n'ont pas cette capacité-là de 1500 mAh. Donc, c'est quand même des accumulateurs qui ont encore une certaine vie. Alors, combien longtemps pourront fonctionner? Ça, c'est la grosse question. Ceci dit, si on faisait à répétition des cycles de charge et décharge, il est possible qu'on aille chercher une capacité additionnelle. Le combien, je ne sais pas, probablement pas très significatif, mais ce bloc accumulateur était dormant depuis, je vous dirais, 1 an et demi, 2 ans. Donc, peut-être qu'en exerçant ces accumulateurs, on pourrait aller chercher un peu de vie additionnelle. Maintenant, tout ça est bien beau. J'ai utilisé des instruments de mesure assez sophistiqués, assez chers à l'achat. Alors, une autre approche possible, c'est d'utiliser une charge fictive comme celle-ci. C'est une charge fictive de 60 watts que j'ai décrit j'en ai même fait un banc d'essai dans ma vidéo numéro 115. Ça fait déjà une mèche que j'ai fait cela. Mais vous verrez qu'il y a 2 modes de fonctionnement. Et le mode numéro 2, c'est pour le test d'accumulateur ou de piles. Donc, c'est essentiellement un mode qui calcule la décharge et qui nous affiche à la fin du test la capacité de la batterie en ampères-heure ou en watts-heure si vous préférez. Alors, c'est ce que je peux utiliser ici, c'est ce que je vais faire. Alors voilà, je l'ai allumé. Je l'ai mis en mode 2, donc mode test de piles sous charge ou d'accumulateur. Alors, on entre bien sûr la tension de coupure du test, donc la charge va se déconnecter à 2,8 volts. Il n'y a pas de centième, j'aurais pu mettre 2,75, mais on sait que ça tombe très vite à cette tension de toute façon, donc ça n'a pas de gros effets. Et aussi, bien, je mets 880 mA comme charge, donc c'est C sur 5 de ce bloc. Même condition que j'ai faite avec bloc d'alimentation séparé. Alors, pour partir le test, je n'ai qu'à appuyer ici. Et on me dit que c'est un test à 4 fils. En effet, j'ai connecté le point de lecture tension aussi sur le bloc accumulateur ici. Alors, la tension est mesurée bel et bien ici aux 2 accumulateurs et non pas ici sur le fil après tout le parcours du fil jusqu'à la charge fictive. Donc, ça nous donne une mesure précise de la tension, bien sûr. Et ça ne prend pas en compte les pertes dans le câble qui transporte le courant. Alors voilà, le test est lancé. On voit que la tension va diminuer évidemment tranquillement. On est à 4,04 volts et on nous montre déjà en watts-heure et en ampères-heure où est-ce qu'on est rendu avec un courant de 880 mA. Alors, on lance ça. Ça va prendre 2 à 3 heures, comme vous savez. Et on regarde le résultat à la fin. Voilà, test terminé quelques heures plus tard. On lit 2916 mAh, ce qui est quand même très proche. Pour la batterie numéro 1, j'avais mesuré 3020. Donc, on est très proche là, 100 mAh de près. Donc, le test est quand même très valide, là. Et on a l'avantage avec une charge fictive comme celle-ci, c'est qu'elle peut servir à autre chose que juste pour des accumulateurs, des piles et ainsi de suite, vérifier des batteries. On peut s'en servir vraiment pour vérifier un bloc d'alimentation, des choses comme ça, mettre une charge. Donc c'est avantageux d'avoir une charge fictive. Et ça, celle-ci coûte environ une vingtaine de dollars, si ma mémoire est bonne, même un peu moins, là. C'est un bon investissement d'avoir ce genre d'item. Notez que les accumulateurs sont toujours restés froids au toucher, autant en charge qu'en décharge. Le courant utilisé n'est donc clairement pas source de stress pour les accumulateurs. Un spectateur m'a demandé s'il est possible de faire
le test de capacité en utilisant une charge fictive plus simple, soit une résistance de puissance, tout simplement, plutôt que de drainer à courant constant. Alors oui, c'est possible, mais c'est plus de travail, car le courant de décharge variera constamment. Donc pour le calcul, c'est plus compliqué. Voyez justement ces explications. Il faut comprendre que pour calculer la capacité d'une batterie, ça équivaut à calculer l'air sous la courbe ici, la surface sous la courbe. Essentiellement, ce que c'est de faire l'intégrale, donc calcul mathématique, l'intégration de la courbe. Alors, il y a plusieurs façons qu'on peut le faire. Évidemment, pour faire ce calcul-là, on pourrait se tirer une droite seulement, puis présumer qu'on peut facilement calculer à partir de la droite blanche, qui est une approximation, calculer la surface en faisant 185 fois 3,5 pour un rectangle ici, plus ce qu'il y a au-dessus, 0,5 fois 185 à nouveau, puis ça nous donnerait la surface essentiellement sous la courbe. Et il faut tenir compte à ce moment-là aussi du fait que ce n'est pas en heures, mais c'est bien en minutes, donc il faut diviser par 60 le résultat. Et il faut aussi diviser par la résistance. Donc, si c'est une résistance de 100 ohms, il faut diviser le résultat par 100, puisque c'est la tension ici et non pas le courant qui est dessiné. Donc, si on veut vraiment calculer la capacité, c'est le courant en fonction du temps. Donc, on divise par la résistance pour obtenir le courant. Maintenant, on s'est tracé une droite ici. Est-ce qu'il y a moyen de faire mieux? Oui, dans les chiffriers, il est toujours possible de se passer une courbe de différents modèles. Ici, c'est la courbe droite, ça me donne l'équation. Ici, c'est une courbe en bleu, polynomiale à 4e exposant. Et bon, évidemment, cette courbe-là s'approche de la vraie courbe, mais ce qu'il s'agit de retenir ici, c'est qu'on peut faire l'intégration mathématique de cette équation. Ceux qui savent les maths comprennent ce qu'il faut faire avec cette équation-ci. Je ne vous le ferai pas. Et puis, si vous intégrez ça et vous rentrez les chiffres, t étant l'intervalle, bien sûr, il faut intégrer entre 0 et 185 environ. Et à ce moment-là, on obtiendra un meilleur résultat plus précis si on fait l'intégration de la courbe polynomiale. Mais bien sûr, encore une fois, il faut diviser par 60, puisque c'est en heures qu'il faut exprimer le résultat. Et il faut diviser aussi par la résistance qu'on utilise pour faire la décharge. Donc oui, c'est possible d'utiliser une résistance pour faire une résistance fixe pour faire la décharge, mais il faut prendre des points, peut-être un par minute, des points de tension. Donc il faut trouver une façon de saisir ces points de façon électronique, les passer dans le chiffrier, les points de tension, et d'utiliser une méthode graphique pour obtenir le résultat final. C'est la façon, je vous dirais, la plus simple d'arriver à ces fins. Sinon, il faut faire des calculs au fur et à mesure par un logiciel pour arriver au résultat final. Mais ce n'est pas aussi simple que de garder le courant constant. Un autre téléspectateur m'a suggéré de faire un test de résistance interne des cellules, puisque selon lui, c'est la méthode ultime pour vérifier l'état des accumulateurs. La technique est relativement simple à exécuter. On charge pleinement l'accumulateur au préalable, on mesure sa tension à vide, sans y tirer de courant, on draine ensuite un courant connu de l'accumulateur, pas trop élevé, et on mesure la tension durant le drainage. Par la simple loi d'Ohm, U égale à RI, donc U divisé par I égale R, où U est la différence entre les deux tensions qu'on a mesurées et I est le courant drainé, on calcule la résistance interne. Je me suis documenté auprès de sites de fabricants d'accumulateurs et de chargeurs, et ce n'est pas tout à fait vrai que c'est la méthode ultime pour caractériser l'état d'un accumulateur. C'est que la résistance interne varie dans le temps, à différents niveaux de charge et en température. En plus, il semble bien que la résistance interne change de façon draconienne seulement en fin de vie. Dans ce contexte, peut-on vraiment estimer l'état d'un accumulateur à tout point durant sa vie utile? C'est bien sûr un sujet de discussion et n'hésitez pas à commenter sous cette vidéo.
Bien voilà, je suis donc en présence d'accumulateurs encore vivants, d'états très similaires, sans surprise, puisqu'ils étaient connectés en série et ils ont tous été soumis au même traitement. Combien de cycles de charge-décharge leur reste-t-il dans le corps? Seul le temps le dira. Mais pour le moment, ils sont bien utilisables et à un coût d'achat nul. Vous avez apprécié cette vidéo? N'hésitez pas alors à cliquer sur le pouce vers le haut. Vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube Électrobidouilleur? Bien, allez-y, cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez aussi la cloche de notification. Merci et à la prochaine!